Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour revenir à froid sur la qualification en quart de finale de la Ligue des Champions, assurée hier soir par les Parisiens au stade d'Anoeta grâce à une victoire 1-2 qui ne vous aura évidemment pas échappé. On va revenir sur les prestations individuelles des Parisiens, quelques dimensions collectives aussi et des déclarations, débats qui ont été ouverts dans l'après-match. Mais commençons par revenir sur la mentalité affichée par les joueurs. Dans le 11 aligné au coup d'envoi, il n'y avait aucun rescapé de la remontada de 2017 face au Barça. Marquinhos était sur le banc, Luis Enrique aussi, même si lui c'est un souvenir qui est plus heureux. Et au final, on a eu une équipe très tranquille, sereine, qui n'a jamais flanché mentalement et qui n'a pas semblé faire de calculs bizarres par rapport à l'avance prise au match aller. Comme l'a dit Barcola lundi en conférence de presse, on est venu pour gagner et ça s'est confirmé sur le terrain. Je ne refais pas l'historique mental du PSG à ce niveau de compétition, mais voir une équipe libérée, un Beraldo par exemple 20 ans aussi dévergondé, ça fait vraiment plaisir. Surtout qu'à l'échelle de la carrière personnelle de Luis Enrique, c'est un vrai enjeu. Il a toujours travaillé dans son staff avec un psychologue, Joaquin Valdés, qui est présent au campus PSG, et donc c'est l'heure de louer son travail, puisque visiblement, il le fait très bien. C'était aussi un enjeu de communication pour Luis Enrique. Face aux médias, il avait une rhétorique très claire qui visait à relativiser ce huitième de finale de la Real Sociedad. Alors, il est aidé par la rhétorique du club en lui-même, Luis Campos, Nasser, qui disent que cette saison, c'est la transition. J'ai envie de voir l'année prochaine, dans 2 ans, qu'est-ce qu'on dira quand ce sera la deuxième, troisième saison de Luis Enrique, qu'il y aura eu plusieurs mercatos. Mais là, pour le coup, voilà, on relativisait vraiment ce huitième de finale. C'était plus visible sur le match aller, voilà, où il avait dit, je crois, après le match contre Brest, bah écoutez, moi je pense pas du tout à la Ligue des Champions, parce que dans une semaine, peut-être qu'on sera tous morts. Alors, dans l'entre-deux matchs, il y a eu le dossier Mbappé, qui est venu un peu fausser tout ça, quoique on peut le prendre dans l'autre sens, je vais développer, puisque donc Luis Enrique l'a mis sur le banc. Ça a été monté en épingle par les médias, donc la polémique a été ridicule et a pollué, bien sûr, la préparation de ce match retour, au moins à minima pour nous, supporters. Ça a aussi été une polémique ridicule qui est le fruit de la politique du club avec le contrat qui a été donné à ce joueur en 2022. Peut-être aussi que les choix de Luis Enrique peuvent être nuancés et critiqués. Il n'en reste pas moins que il a peut-être dévié Luis Enrique de son objectif de tranquillité juste avant ce match retour en se créant une polémique, entre guillemets, avec Mbappé, même si, en le prenant à l'inverse, déjà, a posteriori, on peut se demander si le fait de sortir Mbappé n'a pas contribué à sa très bonne prestation, son énorme investissement hier sur le terrain. Ça, on n'est pas dans la tête d'Mbappé, c'est que des suppositions, mais on peut quand même imaginer que ça a joué son rôle vu le niveau inédit, vraiment, d'investissement collectif d'Mbappé hier. Et deuxièmement, en mettant en avant cette guéguerre d'ego entre Luis Enrique et Mbappé, en fait, les deux ont attiré les lumières sur eux et ont retiré la pression finalement sur le groupe qui a pu préparer très sereinement le huitième retour finalement. Luis Enrique sert de paratonnerre à merveille pour son groupe qu'il protège tout le temps et ça on va y revenir sur sa communication. Donc voilà, hier une équipe en confiance, sûre de ses forces, qui n'a jamais flanché, même si je pense, et ça me fait ma transition, que physiquement par contre, je serais peut-être plus nuancé. Alors bien sûr, on a eu de très belles séquences, les sorties de balles, les prises de profondeur, Mbappé qui a été très bon. On mettait en avant, dans le débat sur ses sorties récentes face à Rennes et Monaco, une possible blessure ou diminution physique suite au tacle de Brassier face à Brest, qui avait été horrible, et d'ailleurs c'était un exploit qu'il s'en sorte ce soir-là. Hier, en fait, quand on voit le punch de Kylian Mbappé, bon, on se dit qu'on n'a pas affaire à un joueur qui est blessé ou qui est diminué, quoi. C'était vraiment un Mbappé, certes, qui n'a pas fait non plus le match du siècle, mais qui au moins physiquement mettait de très très gros coups de rein, même si bien sûr tout ça reste à nuancer par la Real Sociedad. Bon, bref, dans tous les cas, physiquement, je pense qu'il faut aussi relativiser, comme je disais, par une Real Sociedad fatiguée, qui était aussi désordonnée dans leur pressing, ce qui faisait qu'on avait beaucoup plus de temps pour se retourner, se mettre face au jeu, porter le ballon que lors du match aller. Je note aussi nos fins de mi-temps, que ce soit la première comme la deuxième. On perd un peu le fil sur ces séquences-là. Alors, la vraie question, c'est à quel point c'est de la gestion. Peut-être que sur les fins de mi-temps, on décide de se mettre en gestion, de jouer un peu plus bas tranquillement, ou alors à quel point c'est
de la fatigue. Pourquoi pas se poser des questions là-dessus. Bon, passons aux prestations individuelles avec Donnarumma, qui n'a pas été très sollicité jusqu'à cette dernière demi-heure, où il fait un énorme arrêt. Alors après, il ne peut pas empêcher, et on lui en veut pas, le but marqué par Merino, voilà, mais il fait quand même de bons arrêts. Au pied, je note qu'il est un peu en dessous de ces derniers temps. Il y a des ballons qui sont rendus un peu facilement, qui sont envoyés en touche par exemple. Il y a aussi le corner là sur la passe téléphonée de Mukiele qu'il veut absolument sauver, et au final, ça donne une situation à la Real Sociedad. Et dans les airs, des sorties peu académiques, même si elles coûtent rien, mais sur le but hors jeu en deuxième mi-temps, par exemple, il hésite à sortir, au final il sort pas, au final, bon, il y a but qui est finalement hors jeu. Donc voilà, Donnarumma hier, c'est deux petites choses sur lesquelles on pourrait revenir. Alors Hakimi, je commencerai par ce que j'ai bien aimé, parce que c'est quand même ressorti notamment sur le début de match, c'est les renversements. Et là-dessus, ça lui a donné un vrai rôle à la relance, un rôle qu'il a peiné quand même à avoir sur la durée de la saison. Alors on se souvient des circuits Marquinhos, Hakimi qui essaye de faire des ballons en cloche bizarres le long de la ligne de touche pour Dembélé. Ça marchait pas 80% du temps. Là, hier, c'était différent. Voilà, on avait des systèmes qui visaient à aspirer les milieux de la Real Sociedad pour trouver un joueur libre entre les lignes. Et à de nombreuses reprises, voilà, on s'est retrouvé sur des situations d'égalité numérique face à la ligne défensive de la Real Sociedad avec 5, 6 joueurs basques qui étaient éliminés sur une seule passe. C'était Beraldo le plus visible, mais il y a aussi eu les transversales d'Hakimi qui ont permis ça en début de match. Une sur Fabian Ruiz, alors que Dembélé décrochait pour aspirer les milieux basques. Donc là-dessus, ça m'a fait plaisir. Son jeu long, même plus haut par moment, il a cherché Mbappé. Moi, j'adore. Hein. Pour ceux qui suivent la chaîne, mais là, ça commence à remonter. Hein. C'était, je crois, sous Pochettino, où on faisait la propagande des retournements de jeu, là, des renversements, pardon, de jeu. Et donc là, on en a vu quelques-uns. C'est vrai que ces derniers temps, on en voit beaucoup. Ça fait plaisir. Défensivement, alors, il tient bien sur la première mi-temps. Par contre, je note qu'à l'entrée de Barrenechea, il est un peu mis à mal, Achraf Hakimi. Hein, et si l'ailier basque était rentré un peu plus tôt dans le match, bon, la note défensive d'Hakimi aurait été un peu plus basse, parce que c'est vrai que je l'ai trouvé un peu mis à mal là-dessus. Alors offensivement, l'apport, comme d'habitude, est un peu haché. Ça alterne en fait, entre de bonnes séquences et des séquences un peu moins bonnes, c'est assez irrégulier. Et surtout au contre-pressing. Alors d'habitude au contre-pressing il est intéressant, mais là, évidemment ce qui va illustrer parfaitement mon propos, c'est le carton jaune idiot qu'il prend. Je l'ai trouvé un peu foufou. Il se lançait un petit peu tout seul. Peut-être aussi il n'était pas suivi par ses partenaires, mais ses mouvements n'étaient pas vraiment coordonnés. Et du coup, ça a donné ce carton jaune qui est un peu hors de propos à 120 mètres de ses cages. Donc un match pour Hakimi qui hier est plutôt moyen, disons. Hein. C'est pas un match qui va assurément nous rassurer. Et puis bien sûr, on va se poser la question de son remplacement pour le quart de finale. Allez, un qui nous a vraiment rassuré et qui nous a conforté dans l'idée de le mettre dans l'axe, même si là il était axe droit, c'est Lucas Hernandez qui a été très bon. Alors au duel, il a très bien suivi, il a été dur sur l'homme, il met le pied de toute façon dans cette dimension-là. Je crois que c'est un des meilleurs défenseurs du monde hein, pour faire chier un adversaire sur la durée d'un match, ne jamais le lâcher, l'harceler. Il est vraiment trop fort. Même pour tenir la ligne, il a été plutôt bon pour protéger son but aussi. Son passage à gauche en deuxième mi-temps à la sortie de Nuno Mendes est un peu moins bon, notamment techniquement. Mais vraiment un gros match de Lucas Hernandez. Bien sûr qu'il faut le replacer dans l'axe. Alors, axe gauche, avec Marquinhos aujourd'hui par défaut à ses côtés. Mais avec la montée en puissance de Beraldo, le potentiel recrutement cet été, on sait que la priorité c'est Lenny Yoro qui ne viendrait peut-être pas avec un statut de remplaçant. Alors, on est au lendemain du 8e de finale retour, il n'était pas sur le terrain, il a fait un plutôt bon match aller et il fait une saison qu'on ne peut pas qualifier de mauvaise malgré des prestations un peu en dents de scie par moment et des erreurs aussi comme face à Newcastle. Mais Marquinhos, je pense que cet été la question se posera sérieusement en fait. Parce qu'il va falloir faire de la place en défense centrale si tu veux recruter. Au final, aujourd'hui, t'as pas beaucoup de marge de manœuvre. Et faire partir Mukiele, bon, j'appelle pas ça faire de la place, vu son temps de jeu famélique cette saison. Beraldo. Alors Beraldo, je note en revoyant le match, qu'Oyarzabal le pressait quasi exclusivement sur le pied droit, donc ça a favorisé son expression sur son pied fort qui était le gauche. Ça, c'était pas bien vu.
une des nombreuses erreurs des Basques. Je lui trouve un vrai talent défensif dans le placement, dans l'appréhension de l'espace. On a un joueur qui est très actif en matière de prise d'information, qui va pas être obnubilé par le ballon, notamment dans sa surface, hein, et qui va faire de très bonnes choses en matière de placement pour couper les trajectoires, pour anticiper et pour avoir des informations constantes sur le placement de ses coéquipiers, de ses adversaires. Il tourne toujours la tête quand tu le vois, le replacement et tout ça. C'est vraiment bon. Je trouve ça très très bon. J'ai bien aimé son tacle en fin de mi-temps sur un centre ras de terre de Kubo. Donc vraiment un vrai talent défensif. Dans les airs aussi, hein, il a bien suivi certains de ses vis-à-vis jusqu'au milieu de terrain. Il a gagné des duels. On rappelle qu'à l'aller, Danilo n'avait pas été aussi souverain, même si les airs, c'est son grand domaine. Parfois, André Silva réussissait à se retourner et Danilo lui laissait l'espace nécessaire pour cela. Là, hier, Beraldo l'a pas laissé. Donc vraiment, ça fait plaisir. D'ailleurs, Luis Enrique, en conférence de presse d'après-match, a été en admiration. Alors, il y a eu une question pour lui, sur Beraldo. Il a dit... ça fait partie de la magie du foot. Tu recrutes des joueurs de 30 ans, il leur faut des années pour s'intégrer. Lui, il a à peine 20 ans et en un mois, on dirait que ça fait des années qu'il est à Paris. Donc, une véritable déclaration d'amour. Déjà vendredi, dans l'après-match Monaco, on lui pose une question. C'est sur un autre joueur ou sur la prestation collective, je ne sais plus exactement. Et il inclut Beraldo dans la réponse. Donc, ça témoigne encore de son amour pour le joueur. Et ensuite, hier, il a aussi cité Luis Campos. Il a dit que c'était un très bon recrutement. Il a félicité la cellule de scouting du PSG. Et ça témoigne d'une bonne entente entre Luis Enrique et Luis Campos. C'est vrai que publiquement, Luis Enrique a toujours encensé notre directeur sportif et sa direction plus largement. Les recrues, on sait très bien que Luis Enrique est arrivé après la signature d'un Ugarte, d'un Mikanguin, Milan Skriniar, Marco Asensio. Et il les a toujours protégés, ces joueurs. Il s'est jamais plaint lors du mercato. Il a adapté. En septembre... Bon, quand il dit qu'il est très content de son milieu de terrain et qu'il va faire avec, je suis pas sûr qu'il le croit, ou alors s'il le croit, c'est que c'est vraiment le simple et originel. Mais bon, évidemment qu'il ne le croyait pas quand il disait ça. Cet hiver au mercato, pareil, quand il dit on n'a pas de besoin, quand il relativise complètement, il met jamais la pression sur sa direction, et donc ça fait plaisir parce que là, en ce moment, on a une musique dans les médias qui nous disent oui, Luis Enrique a un ego surdimensionné. Et moi, je crois que c'est vrai. Je pense que c'est quelqu'un qui est borné, qui veut être la star de son équipe et qui ne veut pas deux stars dans son équipe, en fait. Qui veut des joueurs qui sont derrière lui, qui appliquent ses consignes. Vraiment, quelqu'un de très dogmatique, même si aussi très flexible, qui est capable de se remettre en question. En témoignent ses nombreux changements dès la mi-temps des matchs. À l'aller, comme au retour hier soir, même en Ligue 1, contre Nantes, contre Rennes, contre Monaco, avec Mbappé. Donc voilà. Et donc ce petit bruit qui nous dit... hier soir, Daniel Riolo, sur RMC, a quand même dit que Luis Enrique était au-dessus de l'institution. Pardonne-moi, mais pour moi, un coach qui est au-dessus de l'institution, c'est un Thomas Tuchel qui est en conflit ouvert avec Leonardo, qui le tabasse publiquement dans la presse. Mais certainement pas un Luis Enrique qui vraiment protège ses joueurs, est toujours en train d'encenser Luis Campos, et je pense que les deux s'entendent plutôt bien. On le sait, sur le dossier Beraldo, c'est Luis Campos qui le suit de longue date, qui l'a proposé à Luis Enrique dans l'objectif d'avoir des joueurs capables de dicter le tempo d'un match, avoir des facultés à la relance. Luis Enrique a validé le profil, ils l'ont recruté. Donc tout ça, ça fait plaisir. C'est aussi une nouveauté au PSG, à savoir... et les expériences passées de Luis Enrique, à la différence de Tuchel, qui était déjà entré en conflit avec les dirigeants de Dortmund avant de signer au PSG, qui ensuite, évidemment, aujourd'hui a perdu les pédales au Bayern Munich, d'ailleurs départ en fin de saison. Lui, Luis Enrique, ses expériences précédentes n'ont pas montré de conflit ouvert avec ses supérieurs hiérarchiques. Avec ses joueurs, oui, notamment ses cadres. Voilà. Il met Messi sur le banc, il dégage certains cadres de la sélection espagnole pour faire place à la jeunesse. Là, avec Mbappé, cet été avec Neymar, Verratti, avec ses cadres et ses joueurs, oui. Mais avec la direction, non, en fait. C'est vraiment un salarié qui doit être agréable au quotidien quand tu lui donnes des libertés. Donc pas de conflit, et ça, c'est vraiment à noter pour les deux. Alors revenons sur la prestation de Nuno Mendes.
Alors au début du match, ça a été compliqué, hein, puisque évidemment retour de blessure. Faut noter que à la relance, il est pas aidé. Il est pas aidé. Alors il y a le carton jaune qui est provoqué par la mauvaise passe de Dembélé, mais déjà contre Rennes, rappelez-vous, les toutes premières accélérations de Nuno Mendes post-blessure, c'est sur 2 passes de Vitinha qui sont derrière lui. Et du coup, ça l'oblige à faire un appui et repartir en arrière pour la récupérer. Vitinha lui en fait une en tout début de match hier encore. Je crois que nos milieux de terrain ne sont pas encore habitués à avoir un latéral qui joue aussi haut, qui se projette aussi vite. Donc attention à travailler les passes bien dans l'espace. Bien sûr, lui a montré à la relance toutes ses capacités de puissance, même défensivement. Son duel avec Kubo, finalement, le japonais n'est pas passé... Enfin, pas souvenir d'un dribble qui est passé. Donc ça fait plaisir. Bien sûr, voilà, il y a 2 petites erreurs en début de match. La défense de sa surface aussi, il faut qu'il la travaille. Il finit le match complètement carbo, il sort et c'est complètement logique. Alors, le voir titulaire après 11 mois d'absence, parce qu'à côté, tu as Marquinhos et Danilo qui visiblement sont incapables de tenir leur place, je suis désolé, ça me fait un peu sourire. Alors, je veux pas porter de jugement, j'ai pas les données physiques sur la blessure de Marquinhos, mais hier, quand je vois qu'on envoie le pauvre Nuno, qui avait même pas une mi-temps complète de jouer jusque-là, pour pallier en fait à l'incapacité de Marquinhos à démarrer un match de Ligue des Champions, je sais pas, enfin... Sous infiltration, par exemple, il l'a déjà fait par le passé, bien sûr. Hein, les joueurs le font tous, hein, jouer des matchs à 100%. Aucun joueur le fait, et surtout à ces moments cruciaux de la saison. Bon, j'ai trouvé ça un peu limite, tu vois, parce que finalement, le risque de rechute pour Nuno Mendes est peut-être tout aussi élevé que le risque de blessure pour Marquinhos hier soir. Bon, voilà, bref, c'est une petite pique envoyé à Marquinhos, qui est tout à fait personnel. J'entends si vous me démontez dans les commentaires pour ce que je viens de dire, mais je me suis fait la réflexion en fait. J'attendais sûrement pas Nuno Mendes titulaire hier, et j'aurais pensé que notre capitaine aurait pu quand même tenir sa place sur ce genre de rencontre. Mais finalement, ça n'a pas été le cas. On a préféré envoyer au charbon Nuno, qui avait passé 11 mois à l'infirmerie. Mukiele, qui le remplace, fait une entrée très très compliqué. Alors avec ballon, il est peu académique, mais ça, c'est toujours le cas. Par contre, au duel, il est moins tranchant. Et ça dénote, avec ses qualités intrinsèques, qui font ces matchs, la consistance de leur contenu la plupart du temps. Hier, par exemple, il perd son premier duel de la tête. Donc vraiment, ces derniers temps, Mukiele, je ne sais pas à quel point le mercato hivernal et son départ avorté au Bayern l'a démobilisé. C'est peut-être un mot fort, mais là, on a quand même des prestations qui vont absolument pas dans le sens d'un temps de jeu conséquent à l'avenir, quoi. Et qui surtout ne le valorisent pas en vue du prochain mercato. Enfin, j'espère qu'on va réussir à tirer une offre à 20 millions comme on avait cet hiver pour lui. Vitinha, il fait un très bon match. Ce que j'ai aimé, ce sont ses récupérations assez hautes qui étaient le fruit d'un placement et d'une anticipation bien gérée. Voilà, notamment sur les dégagements du gardien adverse. Il a récupéré le ballon sur le premier but, c'est lui qui a la retombée et qui ensuite la donne à Dembélé. Donc ça fait plaisir. Bon nombre de ballons récupérés et c'est suffisamment rare pour le souligner. Vitinha qui a un apport au duel. Bon, ça, c'est pas forcément quelque chose qui est commun avec lui. Bon, techniquement, ça, on est plus familier de la chose. Il s'est retourné vite, il s'est mis dans le sens du jeu, il a orienté, l'exécution était plutôt bonne, donc ça fait plaisir. Alors après, on a écouté Riolo dans l'after hier nous dire que Vitinha fait tout mieux que Verratti. On va se détendre parce que si Luis Enrique met 5 milieux hier, avec Hakimi et Dembélé, si Luis Enrique met justement ce même Dembélé beaucoup plus bas pour sortir les ballons, je pense qu'en premier lieu, c'est parce qu'il n'a pas confiance en les autres milieux pour sortir les ballons, notamment Vitinha. Hein. Donc je suis désolé, ça c'est un état de fait, je comprends pas comment. Et puis surtout, bien sûr, la Real Sociedad, faut pas un bon match. On va quand même se détendre. Je finirai cette vidéo sur la Real. C'est intéressant d'analyser aussi notre adversaire. Demain, on reviendra sur le reste de nos joueurs, mais ils ont été très mauvais dans leur pressing. C'était pas du tout coordonné, ils étaient pas très engagés. On avait beaucoup de temps pour se retourner, donc tout ça, ça a favorisé la bonne prestation de Vitinha. Et puis même, quand ils ont récupéré haut, les Basques, j'ai trouvé leur tentative de contre famélique en fait. C'était joué avec une lenteur absolument extrême,
techniquement, il se tuait tout seul. Des fois, il nous rendait les ballons, c'était absolument... Enfin, par moments, c'était atroce. Hein, le niveau technique, waouh, fallait se mouiller la nuque, quoi. Et donc, ça a facilité aussi le match de Vitinha sans ballon à la perte, qui est évidemment un laps de temps qu'il n'aime pas. Hein. On sait très bien que Vitinha, quand on perd le ballon, soit il est très proche du ballon et il va mettre son impact tout de suite au duel, il va récupérer le ballon dans la demi-seconde qui suit. Par contre, s'il se passe plus d'une seconde, là, ça va être beaucoup plus compliqué pour lui d'avoir une influence sur le cours de l'action, parce qu'il peut se retrouver à courir vers son but, ce qu'il n'aime pas, parce qu'il peut se retrouver en 1 contre 1 à devoir se jeter, jouer de manière plus positionnelle, et ça, il n'aime pas. Il faut qu'il soit en mouvement, c'est plus un joueur un peu de contre-pressing. Donc voilà, on a quand même été aidé par le fait qu'une fois que le ballon récupéré chez les Basques, ça jouait un peu n'importe comment. Les passes étaient très molles, il y avait la touche de trop à chaque fois, ça nous permettait de se replacer. J'ai été très déçu par les milieux, hein, notamment Zubimendi, qu'on peut envisager recruter cet été. D'ailleurs, l'été dernier, alors je me souviens pas de rumeurs explicitement Zubimendi au PSG, mais sur les réseaux, on en entendait parler parce que c'est un prospect assez intéressant. Mais il m'a vraiment déçu sur la double confrontation. Merino, c'est pareil. Du coup, bon, Zubimendi pour l'été prochain, vous abandonnez, surtout que Moscardo arrive. Et d'ailleurs, pour faire un lien avec Beraldo, j'attends plus Moscardo que Beraldo. Moi, j'ai vraiment hâte de voir le petit Moscardo show. Voilà. Et puis aussi, les Basques, ils peuvent s'en vouloir de ne pas faire de coaching plus tôt, en fait. L'entraîneur a fait des ajustements qui sont arrivés trop tard. Par exemple, comme je disais sur la perf d'Hakimi, l'entrée de Baranechea, elle est trop tardive. Il fait des dégâts dans notre défense. Alors, c'est peut-être aussi corrélé avec nos changements à nous, hein, et l'entrée de Mukiele, par exemple, qui fait que notre équilibre défensif est un peu bouleversé. Mais s'ils font rentrer l'ailier un peu plus tôt, les Basques, peut-être que ça nous met à mal, tu vois. En première mi-temps, il y a eu quand même beaucoup de temps pour que l'entraîneur puisse répondre aux défis imposés par le côté inédit de la composition du PSG. Donc voilà, Vitinha qui fait tout mieux que Verratti, je pense qu'on va se détendre. Hier, on avait un des adversaires quand même les plus faibles qu'on ait eu à affronter sur l'RQSI, mais voilà, on a quand même fait un très bon match. On va pas dévaloriser le match du PSG sous prétexte que en face c'était que la Real Sociedad, mais par contre de là à faire des comparaisons un peu hasardeuses et refaire un peu l'histoire par rapport à Marco Verratti, je pense qu'il faut y aller doucement. Voilà. Bref, on reviendra demain donc sur les perfs des offensifs et des autres milieux de terrain. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et donc, on se retrouve demain pour continuer notre débrief. Ciao les amis.